Imaginez un cirque numérique où des adolescents, vous savez, ces adultes aux airs d'ados attardés, jonglent avec des idéaux de justice sociale tout en se vautrant dans des relations toxiques. Rentrez mes amis, bienvenue dans les communautés de gauche en ligne, celles où l'on condamne le patriarcat le jour et où l'on tolère le manipulateur du coin la nuit. Ces jeunes, souvent dans la vingtaine ou la trentaine, voire pour les plus péchus dans la quarantaine, se drapent de valeurs morales, dénoncent les injustices sur X, mais restent englués dans des relations sentimentales, amicales ou professionnelles qui puent le gaslighting, c'est comme ça qu'on dit, et surtout la mauvaise foi. Pourquoi ? Parce que comme le dit l'adage, les gens ne changent pas, et eux non plus, malgré leurs grands discours. On va plonger dans ce joli et trépitant paradoxe où l'espoir de rédemption croise la lâcheté et où la morale sert de cache-misère à l'hypocrisie. Alors commençons. Alors déjà peut-être, est-ce que nous ne parlerons pas de la toxicité en ligne, puisque c'est un poison manifestement particulièrement progressiste. Oui, puisque les relations toxiques en ligne, c'est comme un mauvais remake de Fight Club, mais version clavier. Tu as des manipulations, du shaming public et l'exclusion pour ceux qui osent sortir du rang. Vous savez, le fameux cancel, cette culture du cancel, cette culture de l'exclusion qui caractérise ces progressistes. Dans les cercles de gauche où l'on prône pourtant l'égalité et l'empathie, la toxicité est un scandale qui pourtant ne devrait pas exister. Pourtant, elle y prospère. J'ai été regarder un petit peu la littérature américaine et je suis tombé sur un article de Paper Magazine, la masculinité toxique, la toxic masculinity, qui révèle que même les espèces qui sont des espaces normalement progressistes regorgent de machisme et d'hostilité. Souvent, celles-ci sont masquées par des discours bien pensants. L'anonymat d'Internet, de son côté, et la distance physique permettent ces comportements pourtant inacceptables de s'épanouir comme des cafards sous le frigo. Des groupes comme les Barney Bros ou certains forums Reddit montrent que la gauche numérique peut être aussi venimeuse que n'importe quel autre camp. Et cela avec beaucoup d'efficacité, mais avec bonne conscience. On va prendre encore un exemple ricain avec un fil Reddit tel que Débat de communisme, où dessus tu as des utilisateurs qui se plaignent de l'ambiance toxique des subreddits, qui sont pourtant un espace de gauche où ils sont censés être tout à leur aise. Alors on a des circle jerks, alors me demandez pas ce que c'est, hein, c'est des références que j'ai trouvées, où l'on s'auto-congratule tout en lynchant les dissidents. Oui, la fameuse cancel culture dont on parle souvent, même dans les médias mainstream. Pourtant, ces espaces que ces progressistes de gauche se créent, qui sont censés être déjà des havres de débat, des havres de paix, où ils se sentent en sécurité, deviennent des arènes où la mauvaise foi règne en maître. On y voit facilement, et avec grand plaisir pour ceux qui, comme moi, sont amateurs de drama, on y voit des amitiés se briser sur des désaccords idéologiques, des collègues virtuels s'exclure pour un mot de travers, et des couples en ligne se déchirer sous le poids de la surenchère morale. C'est merveilleux de voir cette gauche qui se mange elle-même. Un auto-cannibalisme numérique du plus bel effet, en tout cas pour le public. Mais pourquoi tous ces gens restent-ils dans ce bourbier ? Oui, pourquoi ces adolescents qui passent leur journée à tweeter des manifestes sur l'égalité ne claquent-ils pas tout simplement la porte au premier signe de toxicité ? La réponse est peut-être un cocktail amer de psychologie et de sociologie. D'abord, la peur de l'isolement. Dans une communauté en ligne, votre réseau social, c'est votre oxygène. Quitter un partenaire toxique ou un groupe d'amis virtuels, c'est risquer l'excommunication numérique. Oui. Imaginez, vous larguez votre moitié toxique et soudain, vos 500 followers vous tournent le dos. C'est la solitude 2.0 et elle fait mal. Ensuite, l'espoir peut-être de changement. Le gauchisme en ligne, biberonné à l'idée que tout le monde peut s'améliorer, croit dur comme fer qu'ils peuvent réparer leur partenaire ou leur pote toxique. C'est pour ça qu'on a souvent des histoires de gauchistes quelconques. Hein. Vous avez entendu, c'est cette fille à droite ou cette fille à gauche qui va nous expliquer qu'elle a été wallée, qu'elle a été abusée plusieurs années plus tard. Mais on comprend pas, quand elle te raconte son histoire, qu'elle a vécu des mois, des années avec le même partenaire toxique, mais que peut-être elle espérait qu'il changerait. On ne change pas, je vous le disais. Oui, cette histoire de
Cet espoir de changement chez les gauchistes en ligne, biberonné par cette idée que tout le monde peut s'améliorer, bah, c'est une erreur. Ah oui, c'est une erreur. On ne change pas. Que dire d'autre? Alors peut-être dire que il faut qu'ils oublient cet espoir, parce que ils vont garder cet espoir, ils vont l'alimenter par des souvenirs de moments heureux, même s'ils ont été rares. Là, du genre, il m'a soutenu pendant ma dépression, il peut changer. Oubliant du coup les insultes ou les contrôles coercitifs qui, eux, sont permanents. Cet optimiste est d'autant plus fort dans le cercle progressiste, puisque chez eux, la rédemption est un dogme. Bah, rédemption pour les leurs, puisque pour les ennemis politiques, il n'y a point de rédemption. Enfin, il y a dans ce contexte la manipulation émotionnelle. Tu sais, les relations toxiques prospèrent sur le gaslighting, c'est comme ça qu'on dit. Les excuses bidons et les promesses creuses. Je t'ai humilié sur Discord, mais c'est parce que je t'aime. Et hop, la victime retombe dans le panneau. T'ajoutes à cela la pression communautaire dans une communauté où l'idéologie est reine. Quitter un partenaire toxique peut être vu comme un échec moral, une trahison même des valeurs collectives. Donc résultat, on reste, on encaisse et on pleure après coup. Les réseaux sociaux sont remplis de filles et de garçons qui viennent vous raconter qu'ils ont eu des relations toxiques ou qu'ils étaient dans un groupe progressiste, mais qu'au final, eh bien, c'était pas si propre que cela dedans. Eh oui, eh oui. Mais bon, tout ça n'est que de la mauvaise foi, puisque on a affaire à des gens qui opposent sur leur visage le masque des bien-pensants, mais qui ne le sont pas. Ah oui, c'est peut-être ça, même la cerise sur le gâteau rance qu'est leur vie. La mauvaise foi. Ces adolescents de gauche qui hurlent contre l'injustice sur X sont souvent les premiers à fermer les yeux sur leurs propres dérives ou celles de leurs proches. C'est l'hypocrisie en col Mao, pour prendre une vieille référence. On dénonce d'un côté le patriarcat, mais on tolère le mec qui contrôle votre téléphone. On prône l'égalité, mais on manipule ses amis pour garder l'ascendant. Cette mauvaise foi, c'est le carburant des relations toxiques dans ces cercles. Comme une étude qui a été proposée par PMC, les progressistes peuvent être aussi biaisés que les conservateurs, mais contre des groupes différents. Si tu veux que je te traduise ça de façon compréhensible, ils jouent les saints, mais leurs péchés sont juste mieux emballés. Eh oui. Pour prendre un exemple contemporain, tu prends un influenceur écolo qui roule en SUV. Où est la logique? Il est influenceur, il est écolo, il roule en SUV. Mais il le fait parce qu'il a les moyens financiers. Et sa morale écologiste, ou écologique, je ne sais trop, est passée à l'as devant le confort et la simplicité d'usage de ce véhicule. Ces adolescents affichent des valeurs pures sur leur bio Instagram, mais dans l'intimité de leur DM, c'est un festival de contrôle, de jalousie, voire même de shaming. Et quand tout explose devant la communauté, ils se posent en victime, pleurnichant sur les réseaux sociaux, X principalement, qu'ils ont tout subi, entre guillemets. C'est pathétique et c'est prévisible. Voilà, le masque du bien-pensant tombe, on essaye de se fabriquer le masque de la victime. Et tout vient d'un élément simple, les gens ne changent pas. C'est un dicton cruel, mais c'est un dicton vrai. Il faut jamais oublier ça dans les ombres qui recouvrent ces relations et ces relations de ces gens particulièrement. Les gens ne changent pas. Il y a toujours les mêmes schémas toxiques, manipulation, narcissisme, contrôle. Ils sont souvent ancrés dans la personnalité de ces individus. C'est ce que montrent encore les traits de caractère, en fait, les plus stables et les plus permanents que l'on retrouve dans des études psychologiques. Mais il y a aussi une excuse. Oui, il y a toujours une excuse, sachez-le. Croire que son partenaire ne changera jamais peut pousser à rester par résignation. C'est comme ça, autant faire avec, tu vas te dire. À l'inverse, nier ce dicton, les gens ne changent pas, c'est croire en la rédemption, et cela peut enfermer dans un cycle d'espoir vain. Et c'est souvent, justement, le problème principal de ces gens qui se considèrent comme des gauchistes bontins, qui ont des valeurs, des hautes valeurs morales, mais qui, à trop vouloir considérer qu'on peut faire changer les gens, ça les enferme dans ce cycle d'espoir qui reste vain, je me répète. Dans les communautés de gauche, où l'on chérit pourtant l'idée que tout le monde peut s'améliorer, ce paradoxe est particulièrement cruel. On veut changer l'autre, mais on finit au final par se perdre soi-même.
Imagine un mec de droite. Le mec, il est fan de chasse et de 4x4. Tout ce qui va pas, quoi. Et qui reste, lui, dans une relation toxique. Ses potes vont lui dire, mec, t'es pas censé être un dur, barre-toi. Mais pour un gauchiste en ligne, c'est différent. Quitter une relation toxique, c'est risquer d'être taxé de lâche, d'intolérant, ou pire, de traître à la cause. Alors on reste, on encaisse, et on tweete des platitudes sur la résilience. D'ailleurs, il y a un tableau qu'on pourrait faire qui, somme toute, simplifie le visuel de la situation. Donc déjà, tu as les facteurs qui rentrent en ligne de compte. Dans la communauté, ou plutôt dans les communautés de gauche en ligne. Le plus important, c'est peut-être la peur de l'isolement. Puisque c'est le risque de perdre son réseau social virtuel qui est essentiel pour l'identité et la validation. Pour eux, c'est hyper important d'être validé et d'être reconnu. Après, tu as l'espoir de changement. Puisque ils ont l'espoir que, ou plutôt même la croyance, en la rédemption. Tout ça étant renforcé par leurs idéaux progressistes de croissance personnelle. Après, dans les dynamiques toxiques qui caractérisent ces groupes, t'as les manipulations émotionnelles, t'as le gaslighting, j'arrive pas à le dire, hein, et le shaming. Enfin, ces anglicismes m'horripilent. Donc tout cela est en public, amplifié par les plateformes qu'ils utilisent comme Discord ou X. Après, il y a la fameuse pression communautaire. Bah oui, tu fais partie du groupe. Hein, tu veux être identifié par celui-ci, tu veux être validé par celui-ci. Donc, la conséquence, c'est que tu subis sa pression. Et là, ça nécessite de rester aligné avec les normes idéologiques pour justement éviter l'ostracisme, éviter le cancel en fait je ne sais pas. Et tout ça implique la mauvaise foi. Hein, c'est l'élément final. Celui qui vous fait prôner des valeurs morales tout en tolérant ou même en exerçant soi-même des comportements éminemment toxiques. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que ce tableau des horreurs numériques que je viens de vous narrer pose une question. Comment ces gens peuvent-ils en sortir? La gauche en ligne doit peut-être arrêter de se voiler la face. Si vous prônez l'égalité, commencez par vos DM. Si vous croyez en la justice, virez le toxique de votre serveur Discord. Et si vous pensez que les gens peuvent changer, commencez par changer vous-même. Apprenez à reconnaître les drapeaux rouges et à poser des limites. Alors peut-être auriez-vous besoin de chercher du soutien extérieur, de renforcer votre estime de vous et de planifier une sortie de tout cela. Pas facile, mais au final, je vous le dis, moins douloureux que de rester dans la fange. Ce paradoxe de relations toxiques dans les communautés de gauche en ligne est un miroir tendu à tout un mouvement qui se complaît dans sa fange. On ne peut pas changer le monde si on ne change pas ses propres schémas. Les adolescents de gauche dont je parle, avec leurs grands idéaux et leur petite lâcheté, doivent choisir. Soit ils continuent à jouer les victimes, ou ils prennent enfin le volant de leur vie. Parce que comme disait un penseur pensif, les cons toxiques, eux, ne changeront jamais. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Un j'aime, on s'abonne. À très vite pour une nouvelle réflexion de ma part sur les actualités un peu particulières. Parce que là, en fait, j'ai pensé à tout ça quand j'ai suivi et un petit peu écrit sur la drama entre Danny Caligula et la Marion, hein, qu'il aurait sali de toutes les façons possibles et imaginables. Hein, dans ce cercle progressiste de gauche, les gens se côtoient, c'est la folie, quoi. À très vite.